Je rappelle que vous êtes en compagnie de Jean-Philippe Trottier. Nous poursuivons le Midi Actualité sur les ondes de Radio Ville-Marie. Il est 12h32. Alors, nous avons parlé de la revue des revues avec Sylvie Marcoux. Nous allons maintenant parler de conservatisme. Vous savez que ça fait à peu près 1 an que Mathieu Bock-Côté nous offre des chroniques colorées, vivantes et extrêmement argumentées. Ces points de vue ne sont pas toujours partagés par tout le monde, et tant mieux, car on dit bien du choc des idées surgit la lumière. En tout cas, ces propos ont le don de susciter des débats, quelquefois passionnés, mais jamais ternes. Mais je me rends compte d'une lacune de ma part et je m'en excuse auprès de tout le monde. Je ne l'ai jamais vraiment présenté. Tout ce que je sais, c'est qu'il se définit comme conservateur. Mathieu Bock-Côté, le conservateur, comment allez-vous? Je vais toujours très bien. Ah oui, je conserve ma bonne humeur. Bravo. Un conservateur peut-être de bonne humeur, oui, ça existe? Oui, bien évidemment, les conservateurs sont des pessimistes joyeux. Ils ont la certitude que finalement, ce monde ne sera jamais parfait, donc ils acceptent plus facilement l'imperfection du monde. Comme ça, ils sont jamais déçus. Donc, si ça va mal, ça les confirme. Si ça va bien, tant mieux. Si ça va bien, c'est une excellente nouvelle. Si ça va mal, ça les confirme qu'ils avaient raison, finalement. Quoi qu'il en soit, ils sont gagnants sur les 2 tableaux. Mathieu Bock-Côté, il y a plusieurs choses que vous... Conservateur, ça veut dire beaucoup de choses. Quand on pense conservateur, on pense Harper aujourd'hui. Oui, c'est le problème de ce terme polysémique, sans aucun doute, conservatisme au Québec. C'est-à-dire, c'est un terme dont on ne sait pas exactement quoi faire, mais qui est pourtant nécessaire pour nommer une sensibilité, pour nommer une philosophie. Je précise chaque fois que j'écris sur le conservatisme, d'abord ce qu'il n'est pas, selon moi, ou à tout le moins, le conservatisme tel que je ne l'entends pas. Alors, qu'est-ce qu'il n'est pas? Alors, peut-être est-il cela ailleurs, mais à la québécoise, je dirais d'abord du conservatisme qu'on ne doit pas l'assimiler à une nostalgie pour l'époque du Plessis. Ne pas l'assimiler à une nostalgie pour l'époque du Plessis, c'est-à-dire ne pas condamner en bloc non plus que fondamentalement la Révolution tranquille. Le conservatisme n'est pas non plus, ou ne devrait pas être, appelons ça un conservatisme moral ou social étroit à l'américaine, ou tel qu'on le voit dans l'Ouest canadien, donc une forme de droite religieuse. Et le conservatisme ne doit pas être finalement, à mon avis, une adhésion bête à l'économie de marché sous le signe du néolibéralisme de la droite économique telle qu'on l'entend souvent d'une manière ou de l'autre dans l'espace public. Alors, pour bien définir le conservatisme, à tout le moins tel que je l'entends, un conservatisme québécois, il faut d'abord montrer qu'il n'est pas conforme à cette mauvaise caricature qu'on en fait souvent dans l'espace public. J'ai l'impression que on parle du conservatisme quand on parle de l'Église catholique, on l'érige pour mieux le diaboliser, pour mieux se structurer soi-même en disant « Ah, il est de droite » ou « Il est conservateur, quelle horreur ». Oui, c'est Marc Crapez qui disait dans un de ses livres, Naissance de la gauche, à la fin, il y a une partie qui s'appelle Précis d'une droite dominée, et il donne un conseil aux gens qui sont plus conservateurs, lorsqu'ils entrent dans une pièce, toujours trouver la personne plus à droite qu'eux, pour immédiatement s'en dissocier. C'est-à-dire, lorsqu'on leur fera un procès en conservatisme, il va dire, oui, mais il y a pire que moi. Donc, le conservatisme est toujours vécu soit de manière honteuse, soit de manière gênante. Or, ce que je soutiens dans plusieurs de mes écrits, ce que je disais dans un texte récent de la revue Argument, fragment d'une éducation conservatrice, ce que j'ai écrit dans le journal 24 heures récemment, et ce que j'écrirai dans le texte, dans le livre que je fais paraître au mois de février, c'est que je cherche à donner une signification positive à ce terme qui me semble nécessaire sur le plan de la philosophie politique, comme sur le plan de la pensée politique, pour nommer un certain rapport à la modernité, un certain rapport au Québec, un certain rapport aux politiques. Donc, votre conservatisme n'est ni moral ni économique, mais il est politique. Oui, on pourrait le dire comme ça, il est politique au sens fort du terme. C'est-à-dire, qu'est-ce que le conservatisme? Il faut en donner une première définition. Je propose la suivante. C'est une disposition défavorable, peut-on dire fondamentalement défavorable envers l'utopisme. C'est-à-dire cette idée comme quoi il suffirait de transformer en profondeur la société pour qu'advienne un homme parfait, un homme qui ne porte pas le mal en son cœur, pour faire advenir une société parfaite, donc délivrer des contradictions qui appartiennent à la condition humaine, délivrer du politique finalement, c'est-à-dire l'institutionnalisation nécessaire du désaccord civilisé. L'utopisme, cette espèce de vieille lubie d'une certaine gauche qui croit délivrer finalement la condition humaine de la part de mal qu'il y a en elle, c'est la phrase, c'est une forme de rousseauisme primaire, l'homme est bon, c'est la société qui le corrompt. Eh bien, le conservatisme s'oppose d'une certaine manière à la manière d'un scepticisme, non pas envers les fondements de la modernité, mais envers ses prétentions exagérées. Le conservatisme nous dit, ce n'est pas vrai que l'homme est bon, c'est la société qui le corrompt. Le conservatisme nous dit, c'est parce que l'homme porte en lui une ombre, d'une part d'ombre qui se dérobe à toute lumière,
que la société parfaite ne peut pas advenir, et de ce point de vue, l'homme doit considérer son inscription dans la société non pas comme une aliénation, à se libérer toujours des institutions, des coutumes, de la culture, mais doit considérer son inscription dans la société comme une civilisation. C'est-à-dire l'État, le politique, la culture, la religion, la famille sont tout autant de manières de le civiliser, et lorsque l'homme envisage le changement social, il ne devrait jamais penser sur le mode de la table rase, mais plutôt de l'amélioration prudente. Voilà la définition très large que je propose du conservatisme. L'homme n'a pas à se penser comme le créateur de lui-même en toutes circonstances, il doit aussi se voir comme un héritier. Je suis désolé de vous dire ça, Mathieu Bock-Côté, mais vous m'avez un peu recraché le thème du péché originel, hein? Oui, je comprends, mais je crois que là-dessus, Solzhenitsyn disait de manière assez juste. Qui ça? Qui ça? Solzhenitsyn, oui. le grand écrivain russe. Prix Nobel de la paix de littérature en 70. Oui, bien sûr, auteur de l'Archipel du Goulag et de tant d'autres livres. Oui. Nous dit que la distinction fondamentale entre la gauche et la droite se situe selon lui probablement dans justement ce rapport au péché originel, dit-il. Et je crois que le conservatisme a justement, depuis, comme philosophie, le conservatisme naît avec la modernité. Il n'y a pas de conservatisme prémoderne, peut-on dire. Il naît à la manière d'un scepticisme interne à la modernité. Et il nous dit ce qu'on appelle la doctrine du péché originel n'est peut-être qu'une manière théologique, n'est peut-être qu'une manière religieuse de nommer ce sentiment de l'imperfection de l'homme, cette conscience d'une imperfection de l'homme. Et de ce point de vue, peut-on dire que le christianisme a livré au moins cette vérité anthropologique à travers la thèse du péché originel, qu'on peut dire plus vastement, qui est celle de l'imperfection de l'homme. Donc le sentiment de la finitude de l'homme, de sa nécessaire modestie et des limites de toute prétention démiurgique, c'est-à-dire la prétention qu'aurait l'homme de faire table rase, de tout recommencer à zéro pour créer une société radicalement affranchie du passé. Et Mathieu Bock-Côté, est-ce qu'on peut dire plus platement que vous êtes réaliste? Oui, on peut dire que le réalisme est une manière de nommer le conservatisme, mais il faut éviter de voir dans ce réalisme ou dans ce conservatisme une adhésion bête à la réalité telle qu'elle est en toutes circonstances. Parce que souvent, lorsqu'on utilise le mot conservatisme comme une insulte, comme une injure, on va l'utiliser pour définir à la fois les vieux communistes russes qui veulent pas que le vieux régime, qui sont fidèles à l'héritage stalinien, on va le prendre ce terme pour parler de Mario Dumont, on va l'utiliser pour parler ensuite des fondamentalistes islamistes en Iran. Autrement dit, c'est un terme qu'on utilise souvent de manière péjorative. Le conservatisme n'est pas là pour dire rien ne doit changer ou tout doit changer. Il est là pour nous dire qu'il y a certains fondements anthropologiques, politiques, des essences d'une certaine manière dans la société, des fondements anthropologiques qu'on ne peut transgresser sans au même moment transgresser l'humanité de l'homme. C'est-à-dire l'homme est un être de culture, l'homme est un héritier, et il doit avoir ce sens du réel pour être capable ensuite de poser certains idéaux, de regarder certains idéaux à l'horizon. Mais lorsque ces idéaux, on décide de les appliquer au réel sans les émousser un peu, sans chercher à les réconcilier avec les contradictions qui sont au cœur de l'homme, eh bien ces idéaux peuvent soudainement devenir dangereux, et on l'a vu au XXe siècle, quelquefois meurtriers. Mathieu Bock-Côté, ce que vous dites me fait penser à une remarque d'un historien anglais du 19e siècle, Lord Acton, qui disait que la meilleure façon de faire de la terre, de transformer la terre en enfer, c'est de vouloir en faire un paradis. Ah oui, mais ça, je crois, c'est une conviction au cœur, justement, de la philosophie conservatrice de Edmund Burke, pourrait-on dire, jusqu'aux néoconservateurs de première génération aux États-Unis, comme Irving Kristol, ou pourrait-on dire même jusqu'à une figure aussi éclairée que Raymond Aron en France, ou un de ses héritiers, Pierre Manant. C'est-à-dire la prétention à faire d'une société parfaite repose sur la négation de la pluralité de l'homme. C'est-à-dire, j'ai ma propre définition de la perfection, vous avez la vôtre et mon voisin en a une troisième. Eh bien, si je cherche à imposer par tous les moyens ma vision de la société parfaite, et si ma vision de la société parfaite est si parfaite, pourquoi devrais-je faire droit à la vôtre? C'est-à-dire, si j'ai la solution pour délivrer l'homme du mal qui traverse sa condition, si j'ai la solution à tout, pourquoi tolérerais-je la dissidence démocratique? Si j'ai le monopole du bien, vous avez donc le monopole du mal. Eh bien, l'ordre politique démocratique, la civilisation libérale doit s'instituer, peut-on dire, sur cette conscience de la pluralité humaine. Et ceux qui prétendent avoir une solution définitive, qui n'acceptent pas le débat, on a vu ça au XXe siècle, ça peut dégénérer dans le totalitarisme, qui est certainement la pathologie politique par excellence de la modernité. D'ailleurs, vous dites vous-même, Mathieu Bock-Côté, parlant de totalitarisme, vous dites que la démocratie régresse de manière inquiétante dans nos sociétés qui se disent démocratiques. Oui, ça, je crois que c'est un thème qu'on doit explorer avec
avec beaucoup de prudence, c'est-à-dire nos sociétés se réclament de la démocratie pour tout nommer. Hein? Démocratisation de la famille, démocratisation des mœurs, démocratisation du droit à la célébrité, et on en vient à oublier que la démocratie est d'abord un terme politique. Hein? Un terme politique pour désigner un régime qui institue, du moins théoriquement, la souveraineté populaire. Et qui est propre à l'Occident, en fait. Propre à l'Occident, c'est certainement ça. La démocratie est une invention politique occidentale, peut-on dire. Elle institue la souveraineté populaire tout en l'encadrant. Hein, c'est-à-dire, il faut distinguer la démocratie, bien évidemment, de la tyrannie de la majorité. Donc, la démocratie institutionnalise la souveraineté populaire, dit du peuple qu'il est dépositaire de la souveraineté populaire et cherche à traduire ça sur le plan des institutions. Or, dans nos sociétés, ce qu'on voit de plus en plus, c'est qu'il y a une confiscation de la souveraineté populaire par de nouveaux pouvoirs qui ne relèvent pas d'aucune prétention à la démocratie. Ça peut être, par exemple, la bureaucratie, hein, l'expertocratie, comme j'aime la nommer, qui se réclame souvent des sciences sociales pour transformer la société en laboratoire et venir retransformer les comportements sociaux, les pensées, les mentalités, comme s'il y avait une espèce de droit des ingénieurs sociaux à reprogrammer la culture. Ça peut être le cas des juges, hein, du gouvernement des juges. On le voit en ce moment avec l'affaire Lola qui est devant les tribunaux, où le gouvernement décide d'imposer, en fait, les juges se donnent le droit d'imposer le mariage forcé aux conjoints de fait pour les marier de force au nom de je ne sais quelle idéologie antidiscriminatoire. Encore une fois, confiscation du politique par le juridique. Eh bien, je crois à la manière du politologue américain et britannique John O'Sullivan. Il nous dit le conservatisme, à chaque moment de son époque, à tout le moins depuis la Révolution française, cherche à voir ce qui, dans la tradition, dans le patrimoine politique occidental, est menacé par l'utopisme du jour. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, le conservatisme doit se porter à la défense de la démocratie libérale, tout comme il doit se porter à la défense de la forme politique nationale. C'est-à-dire la nation comme la démocratie sont aujourd'hui deux éléments qui doivent être au centre de toute réflexion conservatrice soutenue. Mathieu Bock-Côté, il me vient une question en tête. Le XXe siècle a été tristement célèbre pour deux utopies qui ont vraiment mal tourné, le nazisme et le communisme. Et vous dites que la démocratie régresse. Est-ce qu'on est guetté par une forme de totalitarisme, peut-être des juges, de l'individu, des experts, des bureaucrates? Est-ce qu'on risque d'aller sur cette même pente qu'on a connue au XXe siècle? Non, je crois qu'il y a la question du totalitarisme est une question fondamentale. C'est-à-dire, la tentation totalitaire est une pathologie de la modernité. Ça, c'est sans aucun doute. Donc, le 20e siècle n'a pas épuisé les possibilités. On n'a pas épuisé les possibilités du totalitarisme, mais on peut croire, à tout le moins je l'espère, que le totalitarisme violent tel qu'on l'a connu est derrière nous. On peut à tout le moins, à moins qu'il ne prenne la forme de l'islamisme, mais ça c'est autre chose. Mais la tentation démiurgique qui était à l'origine des totalitarismes, la tentation démiurgique de fabriquer la société au nom de la figure de l'homme nouveau. Démiurgique venant du démiurge, qui veut dire celui qui crée, c'est ça? Oui, celui qui crée, c'est-à-dire la société n'est pas un héritage, la société n'est pas une histoire, la société n'est pas un fait d'histoire, c'est un produit de l'imagination. Je crée la société parfaite. Autrement dit, c'est le vieux mythe rousseauiste, finalement. On va fabriquer une société parfaite pour qu'advienne l'homme nouveau. Eh bien, ça, je crois que ça habite encore nos sociétés. Et, par exemple, on peut le voir à travers une certaine dérive d'un multiculturalisme radical qui nous a fait passer du mythe marxiste de la société sans classe à la société nouvelle de la reconnaissance de tous par tous. Et la nouvelle société qu'on cherche à bâtir quelquefois au nom de l'antidiscrimination, au nom du multiculturalisme, au nom de la diversité obligatoire et ainsi de suite, eh bien, si elle ne correspond évidemment pas au totalitarisme d'hier, il ne faut pas dire ça, n'est pas pour autant sans risque d'un certain, j'appelle ça un autoritarisme thérapeutique, hein, c'est-à-dire une caste d'experts, une caste d'idéologues qui confisquent le pouvoir d'une manière ou d'une autre pour imposer un nouveau modèle de société qui n'est pas sans rapport avec les utopies qui ont fait beaucoup de mal au XXe siècle. Mathieu Bock-Côté, une phrase me vient en tête, c'est ton bien que je veux et je l'aurai. Oui. Ah non, ça, il y a beaucoup de vrai là-dedans. Hein. C'est-à-dire, c'est une boutade, mais est-ce qu'elle est juste?
il y a, c'est la prétention inquiétante des sciences sociales aujourd'hui, hein. C'est-à-dire, ils ont la prétention quelquefois à établir scientifiquement une définition du bien commun. Et de ce point de vue, qu'est-ce que la démocratie vient faire là-dedans? Si nous avons des gens qui savent objectivement ce qu'est la société égalitaire, à rechercher, presque parfaite, l'horizon indiscuté de la promesse démocratique, pourquoi devrions-nous accepter le débat public? D'ailleurs, c'est un peu le problème quand je parlais de démocratie tantôt. Quand le conservatisme se pose aujourd'hui à la manière d'une démocratie, d'un principe démocratique, j'entends par là que dans nos sociétés, quelquefois, on discrédite véritablement la qualité du débat démocratique. Soit vous êtes dans le camp du bien, dans l'empire du bien, comme aurait dit Philippe Murray, bon ou alors vous êtes dans le parti du préjugé. Vous êtes dans le parti, le sens commun n'existe plus, il n'est plus qu'une manifestation du préjugé. Vous êtes dans le parti de la passion inavouable, vous êtes dans le parti de l'intérêt calculé, mais vous n'êtes pas dans le domaine des idées. Et d'une certaine manière, lorsque le conservatisme se porte à la défense de la démocratie aujourd'hui, il réhabilite la nécessaire défense du pluralisme politique qui est en moins bon état qu'on voudrait bien le croire. Et maintenant pour le Québec, bon, vous dites, vous n'êtes pas conservateur de façon Duplessis, mais vous dites qu'il ne faut pas non plus rejeter tout ce passé. Et projetons-nous un petit peu dans l'avenir du Québec. En quoi votre conservatisme peut-il revivifier notre être collectif national? Je crois que la grande erreur de la Révolution tranquille, ce n'est pas d'avoir voulu refonder le Québec, c'est d'avoir cru que cette refondation passait par la liquidation radicale du passé. Or, je crois qu'aujourd'hui, la première tâche, peut-on dire intellectuelle, d'un conservatisme dans son rapport à l'histoire québécoise, c'est de chercher à réconcilier le passé canadien-français avec l'héritage du Québec moderne. Autrement dit, il faut cesser de jouer l'héritage du Québec moderne contre le passé canadien-français, et il ne faut pas non plus discréditer l'héritage du Québec moderne au nom d'un fantasme canadien-français d'hier et d'avant-hier. Il faut chercher à rétablir le principe de continuité dans la lecture de l'histoire québécoise. Autrement dit, il faut redéfinir le Québec non plus comme une simple création utopique, des 50 dernières années. Il faut le redécouvrir comme une expérience historique. Il faut redécouvrir finalement, comme je le disais au tout début de notre entretien, la figure de l'héritier. Le citoyen est-il un individu désaffilié ou doit-il se penser comme un héritier? Je crois que le parti de l'héritage aujourd'hui, c'est le parti de conservatisme modéré, modéré dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qui cherche à modérer les ardeurs d'une modernité décomplexée, mais qui ne renie pas pour autant l'aspiration à l'émancipation, à la libération, qui était par exemple portée par la Révolution tranquille. Mathieu Bock-Côté, vous parlez, ça m'est pensé à un poète français, René Char, qu'on cite souvent d'ailleurs. Il disait quelque part dans les Feuillets d'hypnose, une de ses grandes œuvres, notre héritage n'est précédé d'aucun testament. Oui, c'est une phrase souvent reprise par Hannah Arendt d'ailleurs. Tout à fait, oui. Est-ce que on a un testament au Québec? Est-ce que on l'a jamais ouvert ou on le garde toujours fermé, on le passe de génération en génération comme une enveloppe mystérieuse? Non, mais je crois qu'on devrait... j'ai toujours bien aimé cette formule de René Char, mais je me permettrai quand même de la nuancer en disant que nous avons quand même un début de testament. C'est-à-dire, il y a cette idée au Québec, qu'est-ce qui se trouve au cœur de la condition historique québécoise, au cœur de cette aspiration à constituer, à faire ici société, eh bien, c'est de faire en sorte que jamais la différence québécoise ne devienne folklorique, marginale, anecdotique, insignifiante, qu'elle ne consente pas à sa liquéfaction dans le grand tout continental nord-américain. Eh bien, de ce point de vue, ce que nous pouvons redécouvrir du passé canadien-français et ce que nous pouvons assumer aussi de la Révolution tranquille, c'est cette aspiration jamais démentie à faire ici société, à constituer ici une société qui ne soit pas qu'une réplique francophone de l'Amérique du Nord, je dirais même des États-Unis, mais à faire ici une société porteuse d'un héritage singulier, d'un particularisme historique fondateur, et notre société aurait tout avantage, je crois, à se réapproprier certaines constantes de la condition historique québécoise qu'elle a cherché à nier depuis 50 ans. Notamment sa fragilité, notamment l'importance fondamentale du politique, et peut-être même un certain héritage culturel que croyants et incroyants devraient pouvoir se réapproprier aujourd'hui, une certaine mémoire du catholicisme. Non pas pour tous nous renvoyer à l'Église ou quoi que ce soit, mais pour se rappeler que ce qu'il y avait dans ce passé canadien-français n'est pas à rejeter en bloc. D'ailleurs, on finit là-dessus, Mathieu Bock-Côté. Dans votre article, je précise que votre article, on le trouve dans le journal 24 heures du 7 décembre. C'est daté certainement parce qu'on est maintenant le 19 janvier, mais je tenais à vous présenter sous cet angle-là parce qu'on ne sait pas trop où vous logez, si ce n'est que vous logez à droite. Oui, d'ailleurs, je vous dirais, le terme à droite, je ne me suis jamais battu
lorsqu'on me le colle l'étiquette, mais je ne cherche pas d'aucune manière à me l'approprier exagérément. Voilà pourquoi le terme conservatisme me semble plus pertinent, parce que dans un Québec où la droite est en train, la nouvelle droite, est en train de se définir comme un anti-étatisme, comme un individualisme radical, comme une négation du politique et quelquefois même comme une négation de la nation au nom de l'émancipation absolue de l'individu. Le conservatisme, cette manière de nommer un rapport critique envers la modernité québécoise, mais une critique qui ne va pas jusqu'au congédiement de cette modernité, eh bien le conservatisme me semble une manière de nommer un désaccord avec la gauche ou avec le progressisme qui ne soit pas pour autant sous la forme de l'individualisme capitaliste exagéré et décomplexé. Et il y a un autre mot, et on termine là-dessus, Mathieu Bock-Côté, qui vous définit aussi, c'est le mot incarnation. Votre pensée, on a l'impression qu'elle n'est pas, vous fustigez l'abstraction, donc vous favorisez l'incarnation dans une réalité historique, humaine, etc. Oui, l'existence ne se donne que par des médiations historiques, culturelles, spirituelles même. L'existence de l'individu comme de la société s'inscrit à travers ces médiations indispensables. Lorsque nous perdons ces médiations, nous ne nous émancipons pas sous la figure de l'individu absolument désaffilié. Nous nous appauvrissons culturellement, nous nous appauvrissons sur le plan de notre identité, nous nous appauvrissons existentiellement, tout simplement. Mathieu Bock-Côté, à la semaine prochaine. Au grand plaisir. Merci infiniment.